Bonjour Moed Altrad. Bonjour. Voilà, alors nous vous remercions d'avoir trouvé le temps de venir là, dans cette campagne qui est harassante. Hein, voilà, donc je ne vous représente pas. Si, quand même, en 3 mots. Donc, né en Syrie, arrivé à Montpellier en 1970. La politique, c'est pas votre monde. Vous m'avez dit, je ne suis d'aucun parti. C'est pas facile de vous définir. Vous êtes manager d'entreprise, manager sportif, maintenant un peu politique, à l'origine bédouin, écrivain. Voilà, vous êtes. Il y a à peu près tout là. Il y a à peu près tout. J'ai oublié quelque chose? Non, non, non. Je suis Donc, aussi un humaniste quand même. Bon, un humaniste, voilà. Donc, à la 26e place des fortunes françaises, 3,4 milliards d'euros, 200 millions d'euros de bénéfices. Vous possédez 77% de votre groupe. Vous êtes la 3e personnalité la plus influente du rugby. 78%. 78. Ça a augmenté, vous avez gagné 1% depuis la dernière interview. C'était toujours comme ça. Vous savez qu'il y a 10% qui est la propriété de l'État français. Ah d'accord. Ouais, non, je savais pas. L'État français est actionnaire à hauteur de 10% chez Altrad. D'accord. Comme chez Renault. Comme chez Renault. Il paraît. Donc, pas de pensée binaire, pensée complexe. Voilà, donc Moed Altrad. Donc, on sait tout de votre vie, ou presque. Hein, c'est bien ça? À peu près. Voilà, alors on va commencer par l'actualité. Hein, donc, voilà. 3 sujets dominent. Donc, le premier sujet sur lequel j'aimerais que vous réagissiez assez rapidement, c'est le malaise dans la police, les émeutes tchétchènes, tout ça lié avec aussi les manifestations qui se développent en France. Oui, mais commençons par le malaise des agents municipaux, de la police municipale à Montpellier. Ce sont des gens qui ne sont pas considérés, pas respectés, pas reçus, pas encadrés, etc. Ils demandent à connaître un jour leur chef et ils ont du mal à le trouver. Donc commençons par ça, mais dans le même temps, on dit que Montpellier est une des villes les plus insécurisées en France. Donc c'est ça. Moi je comprends le mouvement de la police, le malaise de la police, c'est pareil, il faut leur donner les moyens pour exercer proprement leur métier et éviter les gestes qui sont déplacés, qui ne peuvent pas la remplacer par autre chose. Malaise en local, malaise en national. Je pense que c'est le cas, oui. Ouais. Donc, autre dossier qui concerne Montpellier. Aude à la mer à Journée, un commentaire? M. Sorel a engagé le projet, je crois qu'avant son élection, c'est un de ses projets. Et à peine élu, il l'a mis en place. Et puis là, il l'arrête. Mais au passage, je crois qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Il y a un contrat qui est signé avec le groupe Frey. Et je crois que ça va coûter beaucoup d'argent parce qu'il y a des pénalités lorsqu'on donne un contrat à quelqu'un qui commence à travailler, à faire des projets, des plans, etc. Ben, ça coûte de l'argent. Mais qui va payer ça? C'est le contribuable. Donc c'est une erreur de plus. Il y en a plein. Ouais. Haute de la mer. Il y a Maïra, il y a la ligne numéro 5, l'arrêt de la ligne numéro 5. Si on ajoute tous ces faux pas, ben ça coûte, on l'a chiffré, ça coûte 190 millions d'euros aux contribuables montpelliérains. D'accord. Donc si vous êtes élu, vous le réactivez ce projet? Ben moi, je ne ferai pas de conneries, j'ai jamais fait de conneries dans ma vie. Là, admettez que ce sont des conneries. Lorsqu'on dépense l'argent qui ne vous appartient pas, pour faire des erreurs comme ça, c'est quand même pas responsable, admettez-le. Donc oui, je dénonce et je ne suis pas cet homme-là. Parmi les choses qu'on souhaite faire pour Montpellier, il y en a beaucoup, vous savez, le côté social, le côté économique, etc. Une partie des financements qu'on compte utiliser, eh bien, ce sont les dépenses qui sont injustifiées, qu'on a chiffrées à quelque chose comme 200-300 millions d'euros. D'accord. Donc, enfin, ce matin, un sondage est tombé, là, il vous crédite de 27% oui. au second tour. Oui. Et ma réaction à ça, vous savez ce que c'est? Le sondage, d'abord, on a pris... D'abord, le sondage, c'est un peu aléatoire, comme vous le savez. Et lorsqu'on prend l'échantillon le petit de 600 sondés, ben, la marge d'erreur est considérable. Donc, moi, je dirais, aujourd'hui, on est 3. Peut-être les 3, ils sont dans une fourchette de 30%. Et que la partie est complètement ouverte et que ça sera très serré. D'accord. Rémi Gaillard explique dans nos colonnes, là, dans le numéro de cette semaine, là, que vous êtes montré très cool dans les négociations, alors que vous avez la réputation d'être très dur en affaires.
Vous savez, Comment ça se fait? Ça, c'est dur en affaires. Vous me l'avez raconté un jour. Je vous l'ai raconté, moi? Ah oui, oui, je pense. Et lors d'une précédente émission, d'ailleurs, la première qu'on a faite ensemble, et vous avez dit ça, je vous ai dit que je suis humaniste. Et ce n'est pas une étiquette que je me colle comme ça, je vous assure, je suis humaniste. Non, pour réussir à votre niveau, il faut être un peu dur en affaires. Non, il faut être juste. Vous savez, pour obtenir le maximum des gens qui travaillent avec vous, il faut être humain avec eux d'abord. Il faut les motiver, il faut les récompenser, il faut les respecter. Et ils vont travailler. Comment qualifiez-vous la bagarre politique aujourd'hui par rapport à la bataille économique? Oui. Ben, la bagarre politique, elle est à fond perdu. De toute façon, c'est l'argent de contribuables de nouveau. Et comme vous le savez, j'ai accepté à participer à aucun débat avec les deux autres. Oui. Ce sont les héritiers d'un système qui a vécu. C'est un système qui a été initié par Georges Frêche il y a un peu plus d'un demi-siècle, qui a vécu, mais qui a servi, qui a été vertueux à l'époque, sauf que la population a changé. Savez-vous que 80% des Montpelliérains aujourd'hui n'existaient pas en 1980? Mais Frêche, c'était avant. Oui, sauf en 77. Les deux frères siamois, que ce soit Sorel ou que ce soit de La Fosse, c'est des héritiers d'un système qui a vécu et dont ils ne sont pas capables de rénover son contenu ni son application. Est-ce que la politique, c'est plus dur que les affaires? Oui, parce qu'il y a des coups bas, vous savez. On ne gagne rien en plus. D'abord, il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de choses qui sont sales. Hein. Donc, je découvre cet univers qui n'est pas le mien, en effet, mais je souhaite justement changer cet univers, cette façon de faire, cette façon de lancer des coups bas, de salir l'autre de façon injustifiée. Je ne suis pas cet homme-là. Bon, on a surnommé là, votre team, là, votre attelage, les 4 Fantastiques. Oui. Alors bon, ça résonnait pour moi, parce que j'aime beaucoup le rugby, avec les 4 Fantastiques du rugby. Lorsque vous avez pris l'équipe, il y avait Ouedraogo, Trenduc, Thomas et Picamol, on les appelait les 4 Fantastiques. Oui. Alors ma question c'est, est-ce que vous voulez passer du rôle de leader à celui d'entraîneur? Non, mais je suis leader, si vous voulez. Cet attelage me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on représente, de par nos origines, nos pensées, notre façon de voir et de se projeter dans la gouvernance. Je pense qu'on représente toute la société montpelliéraine. Il y en a il y en a 2 qui sont de gauche, pourquoi pas. Mais il y en a un qui est, je pense, universel, hein, Rémi Gaillard, on ne sait pas ce qu'il est finalement. Le rire, c'est de droite ou de gauche? Mais, moi, je pense que le rire, c'est d'abord celui humain, il n'a pas de parti politique. Bon, ça donc, va alors. On est les 4, oui, on est les 4 fantastiques, et puis vous avez la droite qui vote un parti pour moi, donc on représente la société. Donc vous avez annoncé là, en conférence de presse il y a quelques jours que Philippe Saint-André serait votre successeur en cas de victoire, le 28 mai. Donc c'est toujours le cas? Ben, il faut que je sois élu, mais j'espère que vous allez être le premier à annoncer la bonne nouvelle, de dire que je suis maire de Montpellier. Et dans la foulée, Philippe Saint-André sera président du club de rugby. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir? On a vu que Benjamin Fall partait. Oui. Galetier, il s'agite un peu sur les réseaux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont partir ou d'autres qui vont venir? Galetier, il a encore un an de contrat. Ah, il a un an de contrat, d'accord. Ah oui, il est avec nous toute cette saison. Oui. Benjamin, effectivement, il s'en va. Il y en a d'autres qui s'en vont? Ben, vous savez, c'est pas inhabituel que des joueurs partent chaque saison sur un échantillon de 45-50 joueurs. Vous avez nécessairement des renouvellements pour un tas de raisons, des blessures, de volonté d'arrêter, l'âge également. Donc c'est normal, il faut les remplacer. Il y en a d'autres donc qui vont revenir ou qui vont partir, vous savez revenir, oui, on a recruté pas mal de jeunes au centre de formation. Oui. Il y a beaucoup d'espoir qu'on va faire jouer comme on l'a fait cette année. D'accord. Alors je suis allé sur le site du MHR là, avant de venir, et puis j'ai vu que vous étiez encore dans l'œil de la LNR, de la Ligue, pour le salary cap. Vous n'êtes pas au courant? Non, je suis pas au courant. Il y a un petit article sur le site du MHR. Écoutez, c'est le salary cap, il y a un contrôle chaque année, donc c'est sûrement ça. Quoi. Il y a tous les clubs, chaque club de top 14, les 30 clubs sont contrôlés chaque année. Vous avez été contrôlé cette année?
Chaque année, on est D'accord. contrôlé. Bon, ok. Et ils vous cherchent des... Ils regardent s'il y a un dépassement, c'est D'accord. normal, il y a un règlement. Et là, c'est normal ou il y a des dépassements en ce Il n'y a moment? pas de dépassement. Non. D'accord. Bon, ok. Depuis 2 ans que vous êtes en campagne, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? La découverte d'un univers qui n'était pas le mien, mais c'est aussi le fait de découvrir en détail la société montpelliéraine. J'ai été dans tous les quartiers, j'ai fait une centaine de réunions publiques, je milite, j'écris, j'ai écrit un livre, donc je découvre de tout ça. Je découvre la misère, je découvre toutes les choses que je vous ai racontées, parce qu'on s'est vu quelquefois pendant la campagne. Je raconte ça, je découvre ça, et ça me fait mal, et j'aimerais que ça change. D'accord. Donc vous avez refusé de débattre. Donc vous dites que c'est parce que bon, vous vouliez pas débattre contre les candidats PS. Donc C'est pas les candidats PS, c'est le discours, si vous voulez. Le discours, PS ou autre, c'est le discours qui me gêne. Lorsque mais vous la démocratie, entendez- c'est quand même le débat. Oui, mais il faut que ce soit utile. Le débat, pour le débat, ça n'a aucun sens. Il faut que le spectateur, téléspectateur, il puisse retenir quelque chose. Lorsque vous avez quelqu'un, ou les deux d'ailleurs, qui ont toujours été dans le pouvoir, Sorel depuis 2014, mais avant ça, pendant quelques décennies, il a été adjoint au maire, il a été conseiller municipal et conseiller départemental. L'autre, c'était pareil. Donc, je parle de la fosse. Et lorsqu'ils vous parlent toujours des choses qu'ils vont faire, mais jamais des choses qu'ils ont fait. Pourquoi Sorel n'admet pas que la ville est sale? La ville est insécurisée, alors que les statiques, on les met sous le nez. Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils ne respectent pas la population, et puis c'est ça. Donc pourquoi aller perdre mon temps plutôt que dans un débat stérile comme ça, voilà, que je vais regretter. Pendant ce temps-là, je vais voir les quartiers. Hier, j'étais dans le centre commercial Estanov, qui est délabré, ça fait des années, enfin, je crois que ça fait 2 ans qu'on cherche à rénover. Et puis Il n'a toujours pas été reconstruit. C'est toujours pas reconstruit. Ils ont juste étanché la toiture. C'était suite à l'épisode neigeux, c'est ça? Ouais, Je me souviens, ouais. Il y a 30% des commerces qui se ferment. Et Ah c'est oui. vide, c'est vide. En plus, ça a été construit il y a très longtemps. Ça rappelle les années 60. Quoi. Donc bon, vous avez été épinglé là dans un article dans Le Monde. Vous êtes l'une des plus grosses sociétés françaises représentant Dans le Golfe, ouais. dans le Golfe. Et donc le Qatar a dit que ça rentrait dans le code du travail et tout. Mais c'est vrai que ces pays où on enlève le passeport aux gens qui viennent travailler, c'est un peu de l'esclavage moderne. Quel est votre regard là-dessus? D'abord, l'article du Monde. Si vous regardez, vous enlevez le titre, vous lisez tout ce qu'il y a dans l'article, tout est vrai. D'accord? Je pense que ce qui a suscité la polémique, c'était le titre. Voilà, les salariés Altra dans la panade, je crois pas quelque chose de ce style. Mais je vous dis, tout ce qui est dans l'article, c'est vraiment vrai. Ce sont des salariés qui viennent de Népal, d'Inde, etc. Et on leur donne du travail. Il y en a 15 000 qui travaillent pour Altra dans le Golfe. Et on s'en occupe correctement. On respecte la loi du pays, mais pas que le Qatar. On est en Australie, on doit respecter le code de travail. Ce que s'est passé, la chose suivante, c'est que ce sont des gens qui viennent et travaillent sur les plateformes pendant, je crois, 4 ou 6 semaines, selon les rotations. Après, ils partent chez eux 2 semaines et ils reviennent. Là, il s'agit de 200 salariés qui travaillent au Qatar. Et ils arrivent à la fin de la rotation, donc on devait les amener à l'aéroport pour qu'ils prennent l'avion, pour qu'ils partent chez eux. Ils sont partis à l'aéroport. On arrive à l'aéroport est fermé à cause du Covid-19. Donc on a dû galérer parce que les bus sont partis. Normalement, on les dépose, ils les prennent. Donc là, on n'a pas pu faire. Donc on a dû chercher une logistique nouvelle pour les ramener justement dans le camp dans lequel ils travaillent. Quant au passeport, mais c'est normal, ils sont sur des plateformes, mais ils les donnent à la réception de leur lieu de travail pour qu'on les garde. Vous n'allez pas sur une plateforme avec un bleu de travail pendant 4 semaines et garder votre passeport dans votre poche. C'est pas... Donc on respecte le code de travail. On leur a donné, de retour de l'aéroport justement, on leur a donné, au lieu qu'ils dorment par 3 par chambre, une grande chambre, on n'en est que 2.
on les interdit d'aller à la cantine pour ne pas se polluer, donc on leur a donné des plateaux pour manger, on a fait le nécessaire. Comment trouvez-vous que les médias suivent votre campagne? Le traitement de l'information sur vous? Moi, je pense qu'il est objectif globalement, mais après, vous avez certains confrères qui travaillent spécialement pour Sorel, là, on les connaît. Il n'y a pas l'objectivité qu'on trouve dans votre papier. Donc ça fait partie des choses de la vie. Parce qu'une certaine presse parisienne a parlé de votre engagement comme d'un engagement absurde. Pourquoi? Ça les regarde, il faudra leur demander pourquoi ils pensent que c'est absurde. Donc pour ce second tour, là, vous avez fait alliance avec les écologistes, et c'est vrai que vous êtes à la tête d'entreprises qui sont dans le pétrole, bon voilà, un peu en contradiction avec l'écologie. Oui, mais c'est pas en contradiction. Justement, le travail d'Altrad, de faire des plateformes, justement... Est-ce que c'est pas en contradiction? Mais non, d'abord, les plateformes qu'on fait, on les exploite pas nous-mêmes, ce sont pour nos clients. C'est pour Shell, Total, Exxon, tout ce que vous voulez, les grands pétroliers au monde, les grands EDF. Pour les centrales nucléaires, Total, le grand pétrolier mondial. On fait ça pour eux et on fait en sorte que les plateformes soient propres. Et les plateformes sont propres parce qu'il y a des gens qui dorment la nuit là-dessus. C'est le gaz et le pétrole qu'on extrait de façon complètement propre, qu'on véhicule dans des pipelines et après c'est cheminé vers des tankers qui les amènent dans diverses destinations. C'est peut-être l'utilisation dans les voitures, etc. Donc ce sont les voitures qui polluent, c'est pas Altrad qui pollue. Avec sincérité, vous avez avoué que vous ne pas voter, que la chose publique ne faisait pas partie pour vos préoccupations. Parce que l'offre publique qui m'a été présentée toutes ces années ne m'a pas plu. Donc c'est vrai que j'aurais pu voter absent, voilà, le blanc. Je ne l'ai pas fait parce que je pensais que ça ne valait pas le coup de s'intéresser à certains politiques, justement, notamment les politiques locales qu'on a ici, où c'est le mensonge, c'est les promesses qui ne sont pas tenues. C'est voilà quoi, c'est ça que je ne souhaite pas cautionner. Vous dites avoir eu besoin de recadrer Rémi Gaillard. Oui. Comment se passe l'alliance avec un personnage incontrôlable? Eh bien, Rémi, vous savez, le mot cadrer, c'est faire rentrer dans un cadre. Je crois que c'est ça la définition du mot. Donc, on peut le rentrer dans un cadre, Rémi Gaillard? Mais non, mais justement, le problème est là. Et moi, j'aime ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Il est libre. Pour lui, il est toujours dans le cadre. Mais c'est le cadre qui lui-même défini. Donc, c'est pas le cadre qu'on a défini ensemble. Mais je suis très heureux qu'il soit comme ça. D'accord. Je pense que vous aimeriez qu'on vous laisse libre, faire ce dont vous avez envie. Et il est comme nous tous, sauf il est peut-être excessif. Il sort justement du cadre, et c'est ça qui gêne un petit peu. Comprenez-vous son désir d'en finir avec le système qu'il connaît bien, vu que ses premiers clips ont été financés par l'agglomération, avec un contrat qui a rompu Philippe Sorel? Oui. Mais tant mieux pour lui. Je veux dire, il faudra peut-être, on peut émettre des réserves sur la manière des finances accordées par Philippe Sorel. Pourquoi il l'a financé et pourquoi il l'a retiré? Il faudra lui poser la question. Ah, c'était M. Moore qui l'avait financé. Non mais d'accord, mais lui, il a continué ou pas? Non, il a arrêté. Ah non mais d'accord, il a arrêté. Peut-être Rémi Gaillard, sa communication n'était pas au goût de M. Sorel, ne l'arrange pas. Par contre, je vois des communications dans beaucoup de presse et c'est financé par M. Sorel. Donc vous l'avez dit à votre dernière conférence de presse, budget communication on va couper, on va couper au maximum. On communiquera si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment le budget communication dans la presse, dans les réseaux sociaux, c'est plutôt la manière de faire. D'accord. Avoir plusieurs chauffeurs, plusieurs voitures, plusieurs gardes du corps, mais je ne comprends pas. Moi, vous le dites vous-même, je suis un homme important qui a beaucoup de cassettes, je conduis ma voiture, je n'ai pas de garde du corps, je n'ai jamais été attaqué. Vous n'avez pas de faux chauffeur? Non. Dans l'entourage de Michael Delafosse, on parle de l'arrivée de Thierry Laget comme DGS. Alors, voilà, Philippe Sorel, lui, a gardé au poste clé 2 anciens de Jean-Pierre Moore. Que vous inspire cette incapacité à renouveler les troupes?
Je vous l'ai toujours dit, ainsi qu'à vos confrères, on renouvelle des réflexes du passé. Ils sont incapables d'imaginer autre chose qui pourrait servir les Montpelliérains et justement sortir de ce cadre qui est pas beau. Cette semaine, on a fait un article là, sur l'héritage politique de Georges Frêche, que plus personne connaît, selon certains. Donc vous êtes le seul à avoir répondu. Comment expliquez-vous le silence des autres, alors que c'est les dignes héritiers? Parce qu'ils ont peut-être quelque part qu'ils adhèrent plus à ce genre de choses, sauf que la réalité, c'est qu'ils adhèrent par les faits, quoi. Donc je ne sais pas, il faut leur poser la question. Moi, ce que je retiens de Georges Frêche, des belles choses, mais c'est aussi des sorties minables, telles que les sous-hommes des harkis, etc. Ça, c'est pas choix. Donc vous avez dit aussi dans cette conférence de presse que vous allez emprunter plus d'1 milliard d'euros pour relancer l'économie de la ville. Alors, on va parler de ça. Vous avez 1,135 milliard. Oui, pas 1 milliard. Un peu plus d'1 milliard, j'ai dit. Oui, ne m'enlevez pas 135 Oui, c'est millions. vrai que 135 Alors, millions... on va commencer par ça. D'abord, vous avez les 100 millions. Les premiers 100 millions des 1 million 135 millions, justement. Eh bien, 1 million pour financer l'hôpital et les EHPAD. En plus de ce que l'État français s'est engagé à faire. Et ça, je me suis engagé, je le ferai sur 2 ans. Ça, c'est 100 millions. Il nous reste 35 millions. 10 millions pour doubler la subvention des associations. Ils en ont besoin. Ils sont tous à l'agonie. Et puis, c'est des petits budgets. Et pourquoi ça? Parce que les associations, c'est le ciment de la cité, de la société. Le sport, la culture, beaucoup de domaines. Et il faut laisser cette population active qui sort du Covid complètement anéantie. Donc il nous reste 25 millions et ça, c'est un budget qui sera une contribution immédiate dès le mois de juillet à hauteur de 1 000 € pour chaque foyer fiscal, comme je l'avais évoqué lors d'une conférence de presse auquel vous étiez. Vous avez assisté, ça sera... Voilà. Après, on regardera les détails de tout ça. Oui, alors bon, vous allez endetter la ville, qui est déjà beaucoup endettée. Mais là, je ne m'endette pas. Pour ça, je ne m'endette absolument pas, parce que... c'est vous qui amenez l'argent? Non, c'est pas moi, parce que vous allez me dire que j'achète les Montpelliérains, et c'est pas les Montpelliérains ne sont pas achetés. Non, mais il va falloir rembourser, il va falloir rembourser. Mais là, je vous dis que je vais, les 135 millions, je vais les économiser sur le budget de la ville et de la métropole. D'accord. C'est un budget ville-métropole, pas loin de 800 millions, je vous donnerai les chiffres exacts si vous voulez. Et je pense que dans toute organisation, même celles qui sont bien qui fonctionnent bien, vous pouvez toujours économiser 10 à 15%. Ça ne fonctionne pas bien, ni la ville, ni la métropole. Eh bien, on va économiser 10-15%, et je trouve très largement mes 135 millions. D'accord. Après, ça ne vous intéresse pas, le milliard? Si, mais le milliard, on en a parlé déjà. Il y a 250 millions que vous prenez à l'État. 4 fois 250 millions, voilà. Et ça ne vous intéresse pas? Si, mais on se connaît. Et vous ne voulez pas que... Non, mais alors, attendez. Moi, j'ai une question. Là, parce que moi, la Mouette, donc la Glorieuse, a appelé la direction de la Commission européenne. Oui. Et on leur a dit, voilà, M. Altrad veut emprunter 250 millions à la Commission européenne. C'est ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas la Commission européenne qui est prête. La Commission européenne décide de le montant global à investir pour tous les pays européens. Oui, voilà. Pour relancer l'économie et le social. Mais elle prête aux régions, elle ne prête pas aux villes. Écoutez, mais bien sûr, elle prête aux régions. Mais parce que je suis dans une région. Pourquoi je ne serais pas dans une région? Par contre, c'est moi qui ferai le dossier. C'est pas la région qui va faire. Le budget, il est, je crois, de 15 millions d'euros pour l'ensemble des villes de la... On ne parle pas de même budget. Mais regardez, Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, a voté il y a quelques années, je crois, quelque chose comme 950 milliards d'euros. Ils sont toujours là, disponibles en grande partie. Il suffit d'aller les chercher. Parce que nous, on nous a dit à la Commission européenne qu'on ne pouvait pas emprunter d'argent à la Commission européenne quand on est une ville. C'est uniquement les régions qui peuvent emprunter de l'argent. Mais il faut la caution de la région. Enfin, la caution. Il faut faire la démarche avec la région. Avec la région, d'accord. Je vois mal la région se poser
s'opposer à une démarche comme ça pour la deuxième grande ville de la région. Voilà, donc, ok. Je ne vois pas ce que vous faites de cette réponse. D'abord, je ne sais pas si c'est là qu'il faut appeler. Il y a non, parce que bon, donc, comme vous avez dit que vous empruntez après, 250 millions à l'Europe, on s'est dit, on va appeler, on connaît quelqu'un qui est à la direction européenne, et on leur a dit, est-ce que c'est possible d'emprunter de l'argent? Ils nous ont dit, il y a une société qui s'appelle Urbis, qui fait du conseil plutôt que des prêts, et toutes les aides de l'Europe, elles passent par les régions. Ça, c'est pour faire les dossiers, si vous voulez, pour les présenter, donner un format, un dossier. Ouais. Mais ça, c'est la boîte de conseil, il y en a beaucoup, il n'y a pas que celle-là, il n'y a pas que Urbis qui fait ça, il y a d'autres sociétés de conseil qui vous aident à compiler votre dossier. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça veut dire que l'Europe n'aide pas les villes d'Europe. Mais pourquoi ils votent les budgets, là? C'est-à-dire que l'Europe n'aide pas directement les villes d'Europe, et ils ont un budget, il n'y a pas des villes comme Montpellier, il y en a 150 en Europe, et c'est vrai qu'ils ont un budget très limité pour aider les villes d'Europe. Ils ont peut-être 10 millions pour aider chaque ville, ou 5 millions, mais ils n'ont pas 250 millions. Écoutez, mais bon, mais vous avez vu dans la presse, tout comme moi, que récemment, Madame Ursula, la présidente récente de la Commission européenne, a voté des sommes considérables. Je crois que c'est 700 milliards décidés par Macron et Madame Merkel, oui, pour financer les villes d'Europe. Vous le savez. Après que les villes font partie d'une région et qu'il faut faire un dossier avec la région c'est qu'un cadre dans lequel une ville habite. Donc je ne vois pas votre problème. Mais je pourrais vous donner les références nécessaires pour que vous puissiez appeler et vérifier votre source d'information. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'Alain Cadoulin prendra le siège de la mairie le 1er janvier? Donc on sort de l'Europe alors. Hein, ah mais on passe de l'Europe à Montpellier. On se balade. Donc Madame Delin, comme Madame Ollier, comme beaucoup de colistiers, et seront avec moi dans mon équipe pour gérer la ville et la métropole. Oui. Et Madame Dulin aura un rôle dans tout ça, mais elle ne sera pas maire. Si c'est ça. Elle ne sera pas maire. Non, elle ne sera pas maire. D'accord. On vous colle une étiquette libérale, un peu de droite, d'amitié avec Nicolas Sarkozy. Voilà. Sur le sondage, là, vous récupérez l'électorat de droite, une bonne partie de l'électorat FN aussi. Pourquoi, selon vous? Mais pourquoi pas? D'abord, ce sont des Montpelliérains. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'ils ont raison de voter pour moi, n'est-ce pas? Après, si vous voulez, je ne récupère pas que ça, je récupère une bonne partie de la gauche également. Il y a des gens du Parti Socialiste, des radicaux de gauche, etc., qui sont avec moi. Oui. Et pour être élu maire de Montpellier, il n'y a rien que... si vous comptez que sur la partie droite ou la droite, peut-être vous n'allez pas y arriver. C'est pour ça que j'ai toujours voulu rassembler de façon très large, et je l'ai écrit pour votre information, je crois que vous le savez, vous ne vous rappelez pas. Ben, il y a un peu plus d'un an, dans le livre que j'ai édité, Le cœur et l'action, et c'est dit, je veux rassembler large, sauf les extrêmes. C'est vrai que les musulmans de Montpellier vous ont demandé de construire une nouvelle mosquée. Vous savez, je donne beaucoup. Là, c'est pas dans le cadre de ma mission, de ma tâche de candidat à la mairie de Montpellier. J'aide toutes sortes d'associations, la Ligue contre le cancer, l'obésité, les femmes battues, les enfants handicapés, etc., etc. Je ne communique pas autour de ça. Vous avez fait quoi pour l'écologie avant de vous lancer en politique? Toutes mes usines sont écologiques. Voilà. Et je refuse. Vous savez, la première... Un exemple C'est ce que j'allais vous dire. La première société qui forme le groupe Altra, c'était une société qui se trouve à Flansac, qui s'appelle Mefran à l'époque, et aujourd'hui il s'appelle Altra. Eh bien, il y avait deux usines, même trois. Et une première, c'est une usine de production de transformation de métal. La deuxième usine, c'est pour faire ce qu'on appelle des nœuds d'assemblage des échafaudages. Donc là, ça ne pose pas de problème. Hein. Vous coupez, vous soudez, vous percez, et puis vous envoyez chez le client. Et la troisième avait pour vocation de faire ce qu'on appelle le traitement de surface.
Le traitement de surface, c'est le tube que vous prenez, que vous plongez dans l'acide pour le nettoyer, et après vous appliquez une couche. Ça veut dire vous manipulez jour et nuit, parce que ça travaille en 3-8, des acides, et vous plongez dans la nappe phréatique. Je l'ai arrêté immédiatement. Ouais. D'accord. Il y a 4 bidonvilles à Montpellier. Élu Moed Aldratrad fait quoi Vous savez, sur les bidonvilles? Parce que c'est insupportable ces bidonvilles à Montpellier. Oui, mais pourquoi... Il y a des réfugiés syriens qui mendient au casino de Palavas. Vous avez posé la question à la gouvernance actuelle. Ah, mais moi je pose... Attendez, vous êtes le premier à venir. Quelle a été la réponse? Non, mais attendez, vous êtes le premier à venir. Il y a Monsieur Delafosse qui vient lundi et Monsieur Sorel qui vient mardi. Oui, je suis honoré que vous m'invitez un premier. C'est un manque de respect. Je vous remercie. Donc ça il faut trouver des solutions pour ça. Vous avez des solutions là comme ça ou... Mais bien sûr, c'est un problème de moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est matériel et humain. Mais je pense qu'avec ça, et avec un peu de volonté et de courage politique, de dire que c'est une population qui peut-être qui mérite un sort qui n'est pas celui-là. D'accord. Ok, on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. C'est un match sur la tête, non? Ben voilà. Si c'est une question piège, je remets. Vous la mettez de côté? Croyez-vous les Montpelliérains capables de tourner une page PS ou PS au revoir? Au pouvoir. Au pouvoir depuis 1977. Oui, mais je pense qu'ils sont capables et je pense qu'ils devraient également faire ça. Parce que c'est un système qui a vécu. Si c'était un système vertueux comme celui de Frêche, qui a duré un certain temps avec succès... Vertueux, Frêche? Si, les premières années, je crois que les 2 premières décennies. Et, vertueux. Si c'est un système qui avait été rénové, mis à jour, au goût du jour, avec une note de vision pour l'avenir, qui s'adapte, il ne fallait pas tourner la page de PS, peut-être j'aurais été PS moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Ça fait quelques décennies, c'est absolument pas le cas. Et ça fait quelques décennies où la ville de Montpellier n'est pas la ville qu'on devrait avoir. Et les Montpelliérains payent la situation actuelle. Et j'aimerais que ça s'arrête. Très bien, je vous remercie. C'est moi.